Je suis photographe amateur. J'ai photographié plein de trucs. Ma famille, des amis, la nature, des animaux, plein de trucs. Si je fais ça, c'est pour deux raisons. Déjà par passion, j'adore immortaliser tout ce que je vois de beau, et surtout pour transmettre des émotions aux spectateurs. C'est bien plus facile de montrer quelque chose par une image que par un texte, non? Ah mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Oh, le retour du fils prodigue. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que nous vaut cet honneur? J'ai travaillé sur la vidéo, tu t'en souviens quand même. Si, t'inquiète. Yeah. Enfin bref, ouais. Je voulais tenter quelque chose de nouveau dans cette vidéo. En sachant que Samsam m'a donné carte blanche, je suis théoriquement libre de faire des dingueries. Maintenant que tu le dis, j'aurais peut-être pas dû. Bon, bref, la photo. Tu voulais dire quoi déjà? Ah oui, je suis photographe passionné. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être bien corroborer avec le sujet du jour, la mécanique quantique. Et justement, on a un problème. Et pas un petit. Alors oui, Samsam est photographe, amateur. Donc c'est facile pour lui de montrer ses potes, sa famille, etc. Il suffit de sortir son 20D, de retoucher si nécessaire, et hop, le tour est joué. Mais moi qui dois conceptualiser les vidéos, c'est une autre paire de manches. Je dois représenter la mécanique quantique. Vous faites ça comment, vous? Voilà pourquoi je lui ai laissé carte blanche. Le sujet du jour, l'humanité n'y comprend rien. Mais vraiment rien. Donc on est obligé de vulgariser afin de commencer à peut-être sentir le début de l'idée de ce que pourrait être la mécanique quantique, vous voyez? Le concept de Cosmos Stories, c'est de vulgariser la science en images. Vous allez donc très certainement voir des trucs qui sont très abstraits, difficiles à comprendre et surtout à 99% faux. Mais c'est comme ça. Certaines parties de la nature, elles n'ont pas forcément besoin d'être expliquées pour être réalisées. Ne prenez pas en compte la véracité des images de cette vidéo, c'est ça qu'il veut dire. En gros, ce qu'on va vous montrer, c'est juste à titre cinématographique. Pour kiffer le moment, c'est tout. D'ailleurs, kiffez le moment, et ne cherchez pas à comprendre. J'adore quand tout est organisé. Voilà pourquoi, pour trier un petit peu toutes ces anecdotes, je vais instaurer ce qu'on appelle un niveau de what the fuck. La mécanique quantique, c'est comme la mécanique classique, mais à l'échelle subatomique. Faux! Pour déjà clarifier les choses, quand on dit mécanique, c'est pas dans le sens engrenage pour les voitures. Le mot mécanique en physique, c'est un ensemble de règles qui décrit un mouvement, une contrainte ou une modification. Donc la mécanique quantique, ça étudie les mouvements, les contraintes, les modifications à l'échelle subatomique, c'est ça? Oui, mais rien à voir avec la mécanique classique, celle que t'expérimentes tous les jours, quoi. Ah, d'accord. Mais du coup, comment tout ça a commencé? Alors, tout a commencé lors du climax de Max Planck. En tout cas, quand il a résolu le problème du corps noir. En gros, pour faire simple, un corps noir, c'est un objet hypothétique qui absorberait complètement l'énergie électromagnétique qu'il recevrait. À la différence de tout. Genre, une étoile, ça suit le rayonnement d'un corps noir. Plus elle est chaude, plus elle est bleue. Plus elle est froide, plus elle est rouge. Le souci, en gros, c'est que la loi de rayonnement du corps noir, elle ne fonctionne pas. Enfin si, mais pas comme on l'avait prévu, en fait. On s'attend à calculer un rayonnement infini. Sauf que dans la vraie vie, vous vous en doutez bien, les rayonnements des étoiles, ils sont pas infinis. Et Max Planck, il a été le résolveur de ce problème. Dans la mécanique quantique, justement, Planck a calculé que l'échange d'énergie ne se fait pas de manière continue, mais par ce qu'on appelle basiquement des valeurs discrètes, des valeurs entières, ou, comme ils aiment bien l'appeler, par quanta d'énergie. Donc notre cher Planck, et bien d'autres d'ailleurs, ont donné naissance à la théorie des quantas. On pourra en parler plus des corps noirs, mais vraiment on n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses à voir. Einstein a évidemment aussi fourré son nez dans ces histoires de quanta. En fait, d'avoir montré ça, ça a prouvé surtout l'aspect corpusculaire de la lumière. Un photon, quoi. Ok, donc là on peut dire qu'un atome, c'est un corpuscule, c'est ça? Oui. Un atome, c'est une onde. Mais t'as dit que c'était un corpuscule il y a 3 secondes! Tu es le pire vidéaste de tout l'internet! Louis de Broglie, un mathématicien et physicien français, va un petit peu contrer ce que disait Einstein par rapport à l'aspect corpusculaire de la lumière. En gros, Einstein dit « c'est un corpuscule » et Broglie dit « c'est une onde ». On appellera donc ça la dualité onde-corpuscule. Voilà. Ah, dualité onde-corpuscule, d'accord, ok. Pardon, excuse-moi. Désolé. Schrödinger et Heisenberg sont plus partisans de l'onde, et donc ils vont proposer des modèles. Le premier en utilisant des équations différentielles,
tandis que l'autre il va utiliser plutôt des matrices. Ça va créer un joyeux bordel que Paul-Adrien Dirac ira s'empresser de clarifier. En fait, c'est surtout que tous ceux qui disent que c'est une onde, ils ont raison, parce qu'ils ont réussi à le prouver, mais tous ceux qui disent que c'est un corpuscule, ils ont aussi réussi à le prouver. Donc la question qui se pose naturellement, c'est comment allier les deux. Dans son livre intitulé Principes de la mécanique, sorti en 1930, je crois, il dira qu'en fait, Schrödinger et Heisenberg, ils avaient tous les deux raison. Il prend les règles physiques du monde quantique créées par les deux oiseaux, et fait abstraction des règles de la réalité vraie véritable de la vraie vie. Le monde quantique ne respecte pas les lois physiques du monde réel. Bon ça y est, on a les bases. On peut commencer à extrapoler et voir à peu près comment tout ça fonctionne. Oubliez pas les noms des scientifiques qu'on a cités plus haut, ils seront très importants pour la suite. Une particule, on ne sait pas où elle est. Mais par contre, on sait où elle peut être. Ça s'appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Pour décrire l'état d'une particule, où elle se trouve, on se sert d'un truc qui s'appelle une fonction d'onde. C'est une fonction mathématique qui dit « ta particule, je sais pas où elle est précisément sur cette courbe. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est sur cette courbe. À quel endroit précis, je sais pas, mais en tout cas, elle est sur cette courbe. Ça permet de faire une bonne approximation de là où elle est, en fait. Vous vous souvenez de la dualité onde-corpuscule? Eh ben ça vient de là. La particule se comporte comme une onde, et comme un corpuscule. Si on veut savoir l'évolution de cette particule au cours du temps, on va devoir utiliser l'équation de Schrödinger. Son équivalent en mécanique classique, ça pourrait être la loi d'attraction universelle de Newton. Ça permet de dire, la fonction d'onde de ta particule, elle était comme ça, et plus t'avances dans le temps, plus elle serait à peu près comme ça. Le problème, c'est quand on applique pour de vrai tout ça. L'expérience la plus connue de la mécanique quantique, ce serait très certainement les deux fentes de Young. On prend un mur avec deux fentes, et on met une source lumineuse au bout. On a dit qu'on pouvait pas savoir par quelle fente le photon pourrait passer. Donc il a 50% de chance de passer à gauche, et 50% de passer à droite. Il a autant de chances de passer par les deux fentes. Donc on peut dire qu'il passe par les deux fentes en même temps. Ça s'appelle la superposition quantique. C'est un peu comme si toutes les possibilités de fonction d'onde de la particule interagissaient entre elles. En l'occurrence, comme il y a deux fentes, bah c'est deux choix possibles, soit à gauche, soit à droite. Donc en fait, les deux fonctions d'onde, soit à gauche, soit à droite, vont s'interférer entre elles. Si à la fin de l'expérience, on observe que la particule est passée à gauche, bah ça annule instantanément toutes les possibilités qu'elle passe à droite, vu qu'elle est passée à gauche. En observant la particule, on a supprimé des possibilités. C'est comme si on avait changé son avenir juste en la regardant. Si on balance une particule contre un obstacle, elle va rebondir. Un petit peu comme les ondes sonores en fait. Quand on parle à travers un mur, on arrive quand même un peu à entendre. Et bah là, la particule, elle peut faire pareil. Comme elle se comporte comme une onde, elle arrive à traverser des objets parfois. Alors oui, c'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Donc une particule peut rebondir, mais aussi traverser des objets. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. On retrouve ce principe dans les microscopes à effet tunnel et aussi dans la radioactivité. Voilà, c'était la vidéo la plus chelou de ma carrière. Voilà, voilà. Sam. Je sais, je t'ai donné carte blanche, que t'as essayé d'innover un peu. Qu'est-ce que tu me proposes? Va dans le garage, tu verras. Je suis obligé de rester ici. Ok. Maintenant, je fais quoi? Bon, maintenant tu vas faire exactement tout ce que je te dis. L'objectif, ça va être de t'envoyer dans le monde quantique. J'aurais jamais dû être photographe. Avant de partir, je t'ai mis un bracelet sur le poignet. Il me servira à te localiser quand tu traverseras l'espace au-delà de nos 3 dimensions. D'accord. Bah, c'est parti. Retiens ton souffle. Sam, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Sam. Oui, je te reçois. Alors? T'es fier de moi? D'un certain point de vue. T'as vu ça? Bien sûr que je vois. C'est en grande partie ce que je voulais que tu vois, d'ailleurs. C'est un atome. Enfin, la représentation de la fonction d'onde d'un atome d'hydrogène. Je sais pas quoi dire. T'es vraiment trop fort. Je suis choqué, vraiment. Assam, t'es trop fort. Je sais.